Mesdames et messieurs, aujourd'hui, au Salon du Livre de Montréal, j'ai un invité auteur, professeur. Il est évidemment le récipiendaire du prix Guy Moffett depuis le 24 juin. Oui. Vous avez été le maître à Radio-Canada de 2006 à 2012 à l'information de Radio-Canada Télé. C'est ça. En fait, c'était Radio-Télé et l'ensemble des services d'information. Tout à fait. Alain Saunier, mon invité aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Bonjour, Saunier. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir dans le cadre du Salon du Livre, Les Barbares numériques. Si on pouvait juste mettre la table pour présenter aux gens, c'est quoi les GAFAM au juste? En fait, ça nous accompagne tous, qu'on le veuille ou pas. Ce sont les moteurs de recherche, puis l'entreprise s'appelle Google. C'est Apple, tous les produits d'ordinateurs et puis téléphone que les gens peuvent se procurer. C'est Facebook, qui aujourd'hui, s'appelle Meta, mais quand même, ça reste toujours Facebook. Oui. C'est Amazon, qui est en train de détruire, en fait, l'ensemble de tout ce qui s'appelle le commerce à cause de leur commerce en ligne. Et puis, c'est Microsoft, qui sont tous ces appareils, tous ces logiciels qui sont vendus, qui sont devenus absolument indispensables, notamment durant la pandémie. Alors, c'est ça les GAFAM. Et moi, l'appel que je lance, c'est de résister aux GAFAM, pas que je sois contre l'utilisation qu'on peut faire du numérique, parce que je trouve que c'est essentiel, mais sauf qu'ils ont établi véritablement une domination sur nos sociétés, et ça, il faut être conscient que c'est dangereux. Alors, on peut dire l'invasion des GAFAM, c'est quand même des multimilliardaires millionnaires de Silicon Valley. Il se passe beaucoup de choses dans l'information en ce moment. Moi, ce qui me tient à cœur également, c'est de parler de Netflix. Il s'est passé des choses aussi dans nos paliers gouvernementaux. Oui, en fait, Netflix, rappelez-vous qu'en 2015, il y avait Mélanie Joly, qui était la ministre du Patrimoine canadien à l'époque, qui avait dit qu'elle avait fait une entente avec Netflix en vertu de laquelle il y aurait 500 millions qui seraient injectés dans la production d'œuvres de cinéma ou de téléséries ici au Canada. Et honnêtement, c'était complètement de la poudre aux yeux parce que dans les faits, c'est ce qu'ils dépensaient. À partir de 2019, le gouvernement canadien a commencé à réagir, mais il a réagi de façon obligatoire, disons, parce que actuellement, Netflix est la télévision la plus écoutée. Alors donc, Radio-Canada, TVA, Télé-Québec et toutes les autres, ils sont sur leur déclin parce que les gens, et principalement les gens qui ont moins de 40 ans, vont davantage voir Netflix pour suivre des téléséries en rafale et tout ça. Au Canada, c'est 75% des gens qui sont abonnés à Netflix. 75%. Et là, on n'a pas parlé des nouveaux utilisateurs à 5,99. Ah oui, tout à fait. Et là, on va rentrer dans un autre univers. Au Québec, c'est autour de 58% à peu près à l'heure actuelle. Mais toujours est-il que déjà à partir de janvier 2022, pour la première fois, les gens écoutaient davantage ce qu'on appelle la télévision en ligne que la télévision traditionnelle, dite traditionnelle, même si on peut aujourd'hui l'écouter via touti.tv et puis Illico et tous les autres. Oui, Novo et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, quand j'ai lu votre livre « Les Barbares numériques », M. Saunier, j'ai constaté que nous avons été abandonnés au niveau des lois et de nos gouvernements, dans le fond, et que les dernières élections, ça a été la mortitude dans le dossier presque. Oui, mais en fait, ce qui s'est produit, c'est que, comme je disais tantôt, en 2015, le gouvernement libéral, le nouveau gouvernement libéral, le premier gouvernement de Justin Trudeau, on va utiliser l'expression « il dormait au gaz ». C'est-à-dire qu'il ne se passe absolument rien. Et puis même que je considère, moi, puis c'est ce que j'ai écrit dans mon livre « Les Barbares numériques », qu'ils étaient un peu subjugués par ces grands créateurs qui étaient les Steve Jobs, Tim Cook, qui lui a succédé après sa mort, Steve Jobs de Apple. Mark Zuckerberg. Puis c'était un peu comme si ces gens-là, c'était vraiment comme le bout de tout. Là, c'était vraiment magnifique. Ça transcendait à peu près tout en termes de création. Et ça pose un problème parce que ils ont tellement été subjugués qu'ils ne voulaient même pas appliquer aucune forme de réglementation. Et à cause des pressions qui ont été exercées par le milieu des médias en particulier, par le milieu du spectacle, les acteurs, les auteurs, les autrices et tout ça, il y a eu un réveil. Et puis en 2019, tout à coup, la révélation de M. Trudeau, ça a été qu'il fallait désormais encadrer
les barbares numériques, oui. que j'appelle affectueusement barbares oui, numériques. Tout à fait. Et ils ont créé d'abord un premier projet de loi qui était le projet de loi C10, qui visait à mettre sur un pied d'égalité les entreprises d'ici et les entreprises étrangères, ce qui incluait donc les entreprises de production, de diffusion aussi numérique étrangères comme celles proposées par les GAFAM. Et ce qui s'est produit, c'est que malheureusement, il y a eu déclenchement d'élections, donc le projet de loi C10 est mort au feuilleton. Et il a fallu recommencer à nouveau à partir du moment où il y a eu la réélection du Parti libéral. Là, maintenant, il y a un projet de loi qui s'appelle C11, qui est rendu à l'étape du Sénat, en troisième lecture. Il est en révision, discussion dans un comité du Sénat. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Parce que ça fait depuis 1991 qu'on n'a pas mis à jour notre loi sur la radiodiffusion au Canada. Ah oui, ça... Et ça, c'est avant Internet, là. Oui, tout à fait. Ou à peine, tu sais. Alors donc, il est plus que temps, puis il est un peu tard parce que depuis 1991, on les a totalement laissés faire. Le CRTC n'a aucune juridiction, puis c'est même le CRTC, comme j'ai écrit dans mon livre, oui. qui s'est mis lui-même hors jeu en disant « Oh, bien finalement, nous, on va les laisser se développer seuls, puis ça va favoriser leur essor. » Incroyable, Ça n'a pas juste favorisé leur essor. Vous voyez ça comme un donneur d'ouvrage? Si oui. Non, en fait, c'était surtout qu'ils considéraient que c'était à l'époque encore de l'expérimentation, il fallait leur donner... C'était pas dangereux. C'était pas dangereux. Mais sauf que ce qu'on a fait, on a établi leur domination sur le territoire. Bien oui. Et puis avec aucune forme d'encadrement, aucune forme de réglementation, le CRTC, aucune forme de juridiction. Et puis, en même temps, il faut juste reconnaître une chose, c'est que c'est également vrai pour d'autres territoires, d'autres États. Oui, comme l'Europe aussi, là. En Europe aussi. Sauf que l'Europe a été plus proactif, ont été beaucoup plus, je dirais, agressifs, entre guillemets, vis-à-vis des géants numériques. Ils ont, entre autres, établi une loi en France sur les droits voisins. C'est-à-dire, ça, c'est les droits d'auteur qui existent pour les livres, papier. Oui. Et on les a transposés, puis on a dit, les droits voisins, ça existe aussi. Donc, ça, ils ont été obligés de se plier à ça. Alors donc, du côté de l'Europe, ils sont plus avancés, à mon point de vue, que nous ici. Et ce que je considère, c'est que là, maintenant, le Canada commence à se réveiller, mais il ne pourra jamais faire ça tout seul. Non. Parce que les géants numériques sont trop puissants. Alors, il va falloir nécessairement qu'il y ait des ententes internationales, puis particulièrement pour ce qui concerne la francophonie. Il va nous falloir établir des ententes bilatérales avec la France, être actif au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, et puis faire des partenariats un peu partout pour nous assurer que, par exemple, sur le continent africain où le français est très présent, qu'on puisse là aussi se protéger. Parce que la domination des GAFAM, c'est la domination américaine, anglo-saxonne. Bien sûr. Sur Internet, vous savez qu'il y a 63,7 des sites Internet qui sont en anglais. En français, il y en a 3 Eh mon Dieu. Alors, on n'est pas de taille. Et l'algorithme aussi. Et les algorithmes, eux autres, ils nous enferment dans tout ça. Ils nous obligent, en fait, à ne pas être découverts. Si vous êtes Ariane Moffat et que vous voulez que votre nouveau tube, comme on dit, soit découvert, bien, vous avez peu de chances que ça existe parce que c'est pas ça qu'on va vous proposer quand vous allez aller sur YouTube. Or, YouTube est devenu la porte d'entrée principale maintenant pour écouter de la musique. Incroyable. Oui, parce que moi, je connais pas mal YouTube, là, parce que, évidemment, je travaille avec. Ben oui, je travaille pas, parce que quand on travaille avec, on a une redevance. Ouais, et vous savez, moi, j'ai suivi tous les meetings de Google et c'est dommage parce que là, maintenant, on est envahi par TikTok. Oui. Donc, j'ai fait pas des recherches, mais exemple, si on va mettre notre entrevue ensemble, peut-être sur YouTube, ben c'est sûr que je vais avoir le tiers en l'espace de quelques heures de clics sur TikTok. Donc, je vais avoir 3000 clics sur TikTok versus peut-être juste 700 clics sur YouTube en 2-3 jours, mais TikTok, c'est instantané. Et je vous dirais que les gens qui cliquent sur mes vidéos, parce que je suis pas là-dessus depuis longtemps, c'est un essai. Moi, je suis une essayiste au niveau des communications numériques, parce que je suis pas pour et je suis pas contre, vu qu'on n'a pas de subvention. Non, mais on n'a pas le choix, de toute façon. On n'a pas de subvention. C'est un canal de communication qui est intéressant. Moi, j'en ai rien contre ça. Oui. Moi, j'ai rien contre ça. Mais je suis en français. Mais ça, sur quoi j'en ai, c'est que ça marginalise notre langue, notre culture, et nous qui sommes le village gaulois en Amérique du Nord, là, cette communauté francophone, ce que j'appelle, moi, dans le livre, l'aventure francophone, il faut la poursuivre.
Ça vaut la Sûr. peine, à tout le moins au nom de ceux et celles qui l'ont mené jusqu'ici. Oui, Alors, oui. il faut qu'on soit plus combatif. Tout à fait. Je regardais un reportage justement hier et ça m'a donné raison que lorsque je travaille pour les agences de marketing de Toronto, ils respectent que je parle juste en français. Oui. Et malheureusement, depuis l'après-COVID, mes coéquipiers de Montréal sont malheureusement anglophones. Ouais. Ça me fait vraiment de la peine. Je me dis, à un moment donné, je ne veux pas nommer la compagnie, mais la seule personne qui parlait français avec moi est arrivée comme l'avant-dernière journée du contrat. Et puis, je trouvais ça triste que les clients de Laval, du Carrefour de Laval, pour pas le nommer, avaient juste moi comme source d'information sur le beau kiosque que nous avions expérimental. Je trouvais ça triste. Ça. Même les gens qui donnaient des cafés, c'était moi. C'est incroyable d'engager au Québec. On devrait vraiment protéger. Ouais, mais l'événementiel aussi, il n'y a pas juste les médias. Non, c'est ça. Ça fait partie, à mon point de vue, de ce défi linguistique. De vivre et de survivre en français au Québec, à Montréal et en Amérique du Nord, au Canada français. À l'extérieur du Québec, c'est aussi très tragique, d'une certaine manière. Oui. Donc, il nous faut être plus actifs, plus proactifs. Et puis moi, c'est cet appel-là que je lance dans mon livre. Oui, puis en terminant, M. Saunier, j'ai lu exactement aussi sur l'empreinte carbone du numérique, tout ça. Vous êtes vraiment arrêté sur la facture santé, si je peux dire. Oui, parce que vous savez que c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'environnementalistes qui ne sont pas conscients à l'heure actuelle que ce qui constitue probablement le désastre écologique le plus important au cours des prochaines années, c'est en fait ce que j'appelle l'ensemble des entreprises numériques. Oui. On a comme l'impression que l'Internet, c'est comme des ondes qui se promènent dans les airs puis ça fait aucun dommage. Mais ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que lorsque vous avez une entreprise comme Google, il y a des milliers de serveurs un peu partout répartis sur les territoires en Amérique du Nord, en Europe et partout. Mais juste le simple fait de pouvoir maintenir ces serveurs-là dans une pièce avec une climatisation ou avec la possibilité de chauffer, puis si c'est trop bas, il faut maintenir toujours ça autour de 20 degrés. Le 20 degrés, là, si vous n'avez pas d'hydroélectricité, ça va être le charbon, ça va être le gaz naturel qui va chauffer ça. Donc, encore plus d'effets sur l'environnement. Et ce qu'on calcule déjà, c'est qu'actuellement, le numérique a plus d'effets désastreux sur notre environnement que le trafic aérien. Oui, tout à fait. C'est immense, là. Il en parlait justement à la télé hier, puis je trouve que c'est tellement intéressant. Je voudrais savoir aussi, vous avez parlé, M. Saunier, évidemment, de nos diffuseurs. C'était vraiment, vraiment intéressant. Vous, en tant que journaliste et grand pionnier des émissions d'enquête et tout ça, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la qualité de la télévision qu'on a au Québec, à part les téléséries? Oui, bien, écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça dépend à quelle chaîne on va s'attarder. Oui. Moi, je considère toujours qu'en matière d'information, Radio-Canada est en haut de l'ensemble des diffuseurs. Oui. Je regarde juste, par exemple, la couverture qu'ils ont faite de la guerre en Ukraine. Je regarde juste ce qu'ils font aussi comme couverture aux États-Unis avec les élections de mi-mandat tout récemment. Oui. Donc, Radio-Canada, en matière d'information, est vraiment en avant d'un peu tout le monde. En matière de programmation générale, là, je suis très critique, comme vous avez pu le constater dans mon livre, c'est que moi, je comprends pas pourquoi les émissions de variété à Radio-Canada sont à peu près identiques à celles qu'on va retrouver partout sur les autres réseaux. Okay. Donc, il faut que Radio-Canada se ressaisisse pour recentrer sa mission avec ce que j'appellerais une personnalité plus de service public. Ça veut dire se distinguer davantage. Oui. Et je considère que malheureusement, le fait que Radio-Canada soit trop dépendant de la publicité fait en sorte que ça vient influencer le contenu. Maintenant, les téléséries, c'est extraordinaire. On a des téléséries magnifiques au Québec. Et ça, on est très chanceux d'avoir tout ça. Oui. Mais si on veut avoir un service public de qualité, je pense qu'il faut vraiment le renforcer davantage et recentrer sa mission. Se donner les moyens. Se donner les moyens pour ça. C'est pour ça qu'il faut trouver aussi une nouvelle façon de financer le service public. Et moi, je pense que le service public, ça peut constituer ce que j'appelle un rempart
pour contrer justement l'influence américaine sur l'ensemble des autres plateformes. Et pour ce qui est des autres télévisions, des télévisions privées, je pense qu'il y a des choses qui sont très bonnes. Les téléséries qu'on peut écouter à TVA sont de qualité. Je pense à une série comme Indéfendable, je pense. Oui, qui est en même temps que Stat. En même temps que Stat, c'est ça. On les salue. Alors, donc, c'est ça. C'est très bien. C'est magnifique. Une mission de service, quand même, salut, bonjour. Je vais être avec André Provencher tout à l'heure. C'est quand même, ça a passé le cap, là. C'est ça. Il faut reconnaître qu'on fait de la bonne télévision ici, comme on fait du très bon cinéma. Oui, tout à fait. Oui. Justement, je ne vais pas vous laisser partir avant cela. Je ne veux pas vous couper, M. Saunier. Vu que je suis membre ACTRA, quand j'ai lu votre livre et j'ai vu justement, j'ai lu que vous dites que les Américains, nous sommes à l'intérieur, dans le fond des États-Unis, qu'on est à leur merci, dans le fond, lorsqu'ils viennent tourner ici. Oui, en fait, eux autres, quand le cinéma, depuis toujours, en fait, depuis les années 60, les États-Unis et ce qu'on appelle les majors du cinéma américain, ils considèrent le Canada comme leur domestic market. Alors, ça veut dire qu'ils ont toujours refusé d'accorder un statut particulier à ça. Ils sont devenus les propriétaires de nos salles de cinéma les plus importantes, à Montréal, par exemple, mais à Québec et ailleurs dans les grandes villes du Québec. Et ça veut dire qu'ils nous imposent leur contenu. Alors, essayez de trouver des films français à Montréal actuellement. Cinéma Beaubien, musée. C'est à peu près tout. C'est tout. Ça, c'est tout. Et le prix est quand même 14 $. Et voilà. Alors oui, des films québécois, vous allez en avoir. Je pense que l'entreprise de production de Louis Dussault fait beaucoup de choses ici au Québec et tout. Mais sauf que c'est tellement marginal comparativement à l'offre qui est l'offre américaine. Alors c'est toujours comme ça. Et ça a toujours été comme ça. On est même en train de perdre une bataille que Mme Bacon, qui était ministre des Affaires culturelles, de la Culture et des Communications à l'époque, avait menée, celle du doublage. Oui. Que les films américains soient doublés par nos comédiens, nos comédiennes. Et ça a permis, entre autres, à des comédiens, des comédiennes de faire de l'argent, de gagner leur vie comme ça. Bien sûr. Alors, mais ça, on est en train de perdre cette bataille-là parce qu'ils ont maintenant leur propre service. Netflix ne vont pas faire une version en français québécois et en français de France. Non. Ils vont faire une seule version. Puis ils tournent à Silicon Valley directement, vous pensez? Je ne sais pas exactement où est le lieu où ils le font, mais ce qui est clair, par contre, c'est que c'est dans leur studio qui leur appartient qu'ils vont faire tout ça. Alors oui, c'est très bien parce que sur Netflix, vous allez avoir une version d'un film en français, en anglais, en espagnol, peut-être même à l'occasion en chinois, en mandarin, c'est ça? Mais aujourd'hui, il faut être conscient d'une chose, c'est qu'on est en train de perdre cette bataille-là si on ne réagit pas. Et c'est pour ça que je termine mon livre en disant qu'il est très tard, mais il n'est pas trop tard. Non. Mais ça veut dire qu'il faut quand même agir et vite. Demain matin, et surtout de protéger nos artisans, nos artistes. Oui. Protéger nos médias aussi, parce que nos médias là, ils vivent peut-être une petite période d'accalmie, les médias, parce qu'ils ont reçu des subventions de Québec et d'Ottawa. Mais je peux vous dire une chose, c'est que quand ça va tomber, ces subventions-là, on retourne à la case départ et puis les médias vont être en difficulté énorme. Oui, parce que M. Saunier, ils ont peut-être aussi d'autres plans. Eux, là, c'est peut-être déjà en marche là, au niveau de notre perte économique, là, si on peut parler. Là. Ça, tout à fait. Puis soutenir un média à l'heure actuelle dans un marché où la population n'est pas de 40-50 millions, c'est en soi vraiment quelque chose qui est tout un défi, là. Ça a été vraiment intéressant. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci de l'invitation. Félicitations pour votre prix aussi du 24 juin de la ministre de la Culture, Mme Roy. Oui. Ça vous a fait chaud au cœur? C'est vraiment très, très chaud au cœur parce que c'est venu comme ça. Oui. Alors, non, j'étais très content parce que c'est un peu comme le couronnement, entre guillemets, d'un travail que je mène depuis une quarantaine d'années. Mais en même temps, soyez rassurés, je continue à être actif. Merci beaucoup. On attend le 3e livre, évidemment. Merci, M. Saunier. Merci. Merci. Bon Salon du Livre. C'était Isabelle Junot, en direct.